must be true. Oh, you're the one that I want. The one that I Bien, bonjour à tous. Je vais me permettre de commencer la présentation qu'on m'a demandé de vous faire. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Jean-Louis Mariotte. Je suis médecin anesthésiste à l'hôpital de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, et responsable médical du pôle qui inclut l'anesthésie, la douleur, le bloc opératoire et le bloc obstétrical, la réanimation soins continus et également la chirurgie, dans son versant orthopédique. Voilà, on m'a demandé, enfin les laboratoires, le fabricant, la société Drager m'a demandé de vous faire un petit topo sur la continuité de la surveillance des patients fragiles dans des lieux de soins critiques, essentiellement donc urgence, bloc opératoire et réanimation, mais également soins intensifs de cardiologie ou USINV. Je fais ça avec une grande joie, puisque ça fait maintenant 3 ans que nous sommes arrivés dans un nouvel hôpital. Alors, je vous déclare quelques conflits d'intérêts quand même, notamment avec la société Drager, non pas des intérêts personnels, mais des intérêts institutionnels, dans ce sens où notre hôpital a un partenariat avec cette société, et je ne manquerai pas d'y faire allusion plusieurs fois. Ça, c'est une petite photo pour vous donner un tout petit peu envie. C'était pas ce matin, mais c'était hier matin. Voilà, et voilà une des vues que nous avons en sortant de l'hôpital. Vous voyez pas, mais au fond, il y a un couple de cygnes avec 5 petits signaux. Donc, c'est la maternité de l'hôpital de Chalon est assez hétéroclite. Alors, il me semblait important tout d'abord de vous présenter un petit peu l'histoire de notre hôpital, puisque nous avions un ancien hôpital, un très ancien hôpital, un très très vieil hôpital, qui, sur l'ancien site, avait vu quasiment François Ier, puisqu'une partie du bâtiment qui est classé aujourd'hui monument historique date du XVIe siècle, et puis qui était, comme beaucoup d'hôpitaux à l'époque, sur une île, avec toutes les contraintes de l'île, à la fois le problème de parking, d'impossibilité d'extension, d'accès qui au XXIe siècle n'est pas toujours très simple, et surtout la Saône avait tendance à quitter son lit pour aller rejoindre celui des malades, donc ça posait quelques soucis. Donc en 2000, il a été décidé politiquement de la construction d'un nouvel hôpital, avec l'apparition rapidement, en 2001, des premiers projets. Nous avons participé au choix des architectes. Il y avait donc 3 candidats, et un candidat a été retenu. Évidemment, en choisissant les architectes, implicitement, nous choisissions les architectures. Ou plus exactement, c'est l'architecture qui a primé et le choix d'architecte qui a suivi. La première pierre a été posée en 2006-2007 et l'emménagement était prévu à l'époque à l'automne 2011. Et la chance entre 2007 et 2011, c'est qu'en 2008, il y a eu une crise économique. Ça a été catastrophique pour beaucoup de monde, pour les industries aussi, mais les contrats qui étaient signés ont pu être menés de façon bien rapide, parce que les entreprises n'avaient pas d'autres beaucoup contrats sous la main, donc ils mettaient le paquet sur ce qu'ils avaient, espérant qu'une reprise économique leur permette de rebondir ultérieurement. Si bien que l'échéance a été tenue et en octobre 2011, nous avons pu déménager l'ensemble de l'hôpital sur 6 semaines. Alors ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est toute la réflexion qui a été menée, notamment, et c'est là la teneur de mon propos, sur le matériel biomédical. Rapidement, en quelques chiffres, pour un budget, on en discutera tout à l'heure. L'hôpital de Chalon-sur-Saône, ça a été 250 millions d'euros, à peu près 10 millions d'euros pour l'acquisition de matériel biomédical, et pour le monitorage des secteurs critiques ou intensifs, ça a été à peu près 1,5 million d'euros. Alors, quelle procédure à la fois pour les essais et pour le choix du monitorage, car il n'était pas question pour les équipes de choisir un monitorage sans l'avoir essayé. Je dis ça parce que vous verrez tout à l'heure qu'on a eu des industriels qui nous proposaient des monitorages quasiment virtuels, dans ce sens où si il va sortir, si on va le faire sortir,
si, il aura un peu de retard, mais de toute façon votre hôpital aura du retard, donc ça tombe bien, on sera calés les uns les autres. Et en fait, l'hôpital, il a bien été ouvert à la bonne date. Et par contre, la solution proposée par ce fabricant est arrivée bien plus tard que notre hôpital. Donc ça a été un véritable challenge, à la fois un challenge technique, technologique, un challenge humain, mais également un challenge financier. Alors tout ceci s'est fait dans une grande liberté, très grande liberté pour les gens qui sont proches du terrain et donc qui utilisent quotidiennement ce matériel, mais une liberté un peu encadrée quand même, vous comprendrez pourquoi, et notamment par quelques contraintes et puis quelques difficultés. Donc je vous propose de lister rapidement les contraintes. Premièrement, nous devions choisir, nous avons 5 secteurs d'activité clinique qui sont critiques et différents. Un service d'accueil des urgences avec des déchocages, un service de réanimation qui passait de 10 lits à 20 lits, avec l'apparition de soins continus, une USIC et une USI-NV, un service de néonatologie et un bloc opératoire et obstétrical qui aujourd'hui compte depuis peu de temps 8 salles d'opération, 5 salles d'accouchement et une salle de césarienne. La deuxième contrainte, c'est que nous savions que nous changions complètement notre parc de moniteurs dans ces secteurs d'activité. C'est-à-dire que ce que nous utilisions à l'époque, nous ne le déménagions pas, en tout cas pas pour nous. La troisième chose, c'était le budget, puisqu'il y avait une centaine de moniteurs, un peu plus de 100 moniteurs qui devaient être achetés. Donc dans les moniteurs, vous avez bien évidemment ces modules, mais vous avez également tous les écrans, les centrales, etc. Ce qui fait que le budget était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, estimé à 1,5 million d'euros. Bien évidemment, tout ceci dans le respect du Code des marchés publics et avec un timing qui était contraint, à la fois parce qu'il nous fallait du temps pour des essais, pour des rencontres, pour des visites, mais également du temps pour acquérir, enfin choisir le matériel et l'acquérir. L'acquisition étant aussi acquérir la façon dont il fonctionne ou les modalités d'utilisation, et puis également du temps pour l'installation, car nous rentrions dans un hôpital neuf avec dans ces secteurs d'activité du matériel neuf qui pour grande partie était installé à notre arrivée. Les difficultés, il a fallu faire connaissance de technologies que nous ne connaissions pas, nous soignants, nécessairement. La deuxième chose, c'était de faire cohabiter des équipes médicales et paramédicales différentes, qui se côtoient, qui travaillent ensemble, certes, mais qui n'ont pas toujours des mêmes habitudes, pas toujours les mêmes nécessités ou les mêmes objectifs, et si possible sur un projet commun. La troisième difficulté, c'était le temps nécessaire qu'il a fallu, parce que notre activité clinique se poursuivait, dégager pour aller visiter quelques hôpitaux ou cliniques, structures qui utilisaient les différents monitorages, différentes solutions, et puis également pour faire des essais. La quatrième chose, c'était veiller à une équité entre les différents fabricants, c'est-à-dire que même si certains fabricants nous paraissaient un peu obsolètes, même si certains fabricants ne répondaient pas nécessairement complètement à ce que nous attendions, nous avions le souci que les conditions soient toujours les mêmes. Enfin, bien évidemment, nous voulions garder toute indépendance vis-à-vis de toute industrie tant que rien n'était décidé. Alors, je vous ai parlé de la liberté encadrée, et ça a été quelque chose d'important, dans ce sens où jamais on nous a fait part d'un a priori, qu'il soit technologique ou financier, c'est-à-dire que nous n'avions aucune pression, ni de la direction, on ne connaissait pas initialement quel était le budget alloué à cette acquisition, ni du biomédical qui pouvait avoir déjà peut-être ou des accointances ou des préférences. La troisième chose, nous avions la possibilité dans ces 5 secteurs d'activité que je vous ai présentés antérieurement de choisir des fournisseurs différents si nécessaire. Ça veut dire qu'on n'était pas nécessairement obligé de terminer avec un seul fournisseur. Et puis enfin, nous avions une présence bienveillante du service biomédical. Je mets bienveillante dans ce sens où quand nous avions une question technique à poser, quand nous avions une difficulté, quand nous avions une méconnaissance, parce que nous étions très béotiens dans le domaine, eh bien le biomédical venait gentiment nous expliquer les choses, qui permettaient qu'on garde notre indépendance vis-à-vis de l'industrie, mais on ne les avait pas toujours sur le dos. Voilà. Et ça, c'était quelque chose qui était aussi important. Donc vous comprendrez que ce qui a prévalu et ce qui nous a permis d'avancer, ça a été une excellente coopération entre la direction, le biomédical et les soignants. Pas toujours le cas. Les soignants ne le reconnaissent pas toujours, mais là, force est de le constater. Alors pourquoi maintenant nous avons retenu la solution IACS de chez Draeger? Alors pour les 2 raisons que vous voyez là. D'abord parce qu'elle répondait à un cahier des charges global.
Et là, c'était effectivement plus la direction notamment financière, mais également le biomédical qui nous avait déjà préparé une trame. Et la deuxième chose, parce que cela répondait à un cahier des charges de chaque équipe, ce qui a nécessité que les équipes se mettent autour d'une table, qu'il y ait des gens qui soient un peu désignés comme pilotes, tant des gens paramédicaux, l'encadrement, les médecins, pour être l'interlocuteur privilégié avec les industriels, avec la direction et avec le biomédical, et puis également avec les équipes. Donc cette interface, ce tampon qui est indispensable. Alors le cahier des charges général, il est tout d'abord technique, bien évidemment. Vous imaginez qu'il y avait un minimum de paramètres de surveillance que nous voulions avoir, hein, le pouls, la saturation, la fréquence cardiaque, la température. Deuxième chose, nous voulions une installation personnalisée. C'est-à-dire qu'il n'était pas question qu'on nous impose dans les locaux qu'on allait investir une solution toute faite en nous disant ça ce sera là, ça ce sera là et ça ce sera là. Parce que notre peur, c'est premièrement que ça ne convienne peut-être pas à notre lieu de travail, et puis surtout qu'on sait pertinemment, la nature humaine étant ainsi faite, que lorsqu'on veut imposer quelque chose, c'est généralement, au moins d'un prime abord, rejeté, alors que lorsque les gens participent justement à l'ergonomie de leur lieu de travail et de leur poste de travail, très souvent, on a une meilleure coopération et une meilleure adhésion. Ensuite, nous voulions quelque chose qui soit à la fois ergonomique et compact, facile d'utilisation, solide, fiable. Et c'est rapidement posé le problème du réseau Wi-Fi. J'en parle là parce qu'on a un hôpital qui a une borne Wi-Fi tous les 7 mètres. Donc vous voyez que nous sommes dans les rayons. Et que des solutions proposaient de s'appuyer sur un réseau Wi-Fi qui n'était pas celui de l'hôpital, qui était un réseau Wi-Fi captif. Et c'était déjà un premier écueil pour nous, pour 2 raisons. D'abord, on rajoutait des bornes dans une infrastructure qu'on avait déjà un grand nombre. Et puis la deuxième chose, parce que le Wi-Fi c'est bien, c'est pas toujours fiable. Qui est-ce qui l'entretient? Qui est-ce qui l'installe? Le jour où c'est en panne, quels sont les prestataires qui vont intervenir? Et puis surtout, le Wi-Fi, même dans un hôpital, il y a des zones blanches. Et quand on s'appuie sur un tel réseau pour colliger des informations, notamment hémodynamiques, eh bien, il y a toujours un ascenseur qui n'aura pas de Wi-Fi, il y a toujours une borne qui s'est éteinte sans que personne ne le sache, et donc il y a à ce moment-là un gap dans la récupération des données, et ça nous embêtait. Donc ça a été déjà une première réflexion, de se dire il faut une solution, ou en tout cas la solution qui nous proposait ce support nous paraissait déjà partir avec du plomb en l'aile. Deuxième chose, il y avait un calendrier. Je vous le disais, on avait été sollicité assez tôt, notamment par la direction des services biomédicaux, mais le déploiement se faisait en 2 temps. Une fois que nous avions décidé, choisi une solution, il avait été convenu que nous ayons une première installation de quelques postes dans chacune des 5 unités, afin que les équipes médicales et paramédicales puissent découvrir et dompter, si je puis dire, cette nouvelle solution, pour ne pas découvrir le jour du déménagement et des locaux et une architecture et des organisations qui ont pu changer et en plus de ça du matériel. Donc il avait vraiment été décidé que nous ayons la possibilité d'une phase d'apprentissage de quelques mois antérieure à notre déménagement, tout en permettant l'installation sur le nouveau site de la solution dans les différents secteurs d'activité. Donc le calendrier était assez contraint, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois du temps, mais il fallait aussi quelque chose qui soit assez punchy, parce qu'on sait pertinemment que si jamais on laisse des phases de temps libre, au fur et à mesure la motivation descend et c'est très difficile de repartir. Ensuite, il y avait dans le cahier des charges la notion de service, c'est-à-dire que nous vendre des moniteurs, des centrales, etc., les installer, c'est bien. Ensuite, il faut aussi un moment que les utilisateurs soient formés, que les biomédicaux puissent en assurer un minimum de maintenance. Et puis se pose la question des évolutions. On avait bien notion qu'on allait acheter du matériel qui, grosso modo, devrait durer entre 8 et 10 ans. Mais en 8 et 10 ans, l'informatique, ça fait énormément de progrès. Et qu'en était-il des évolutions qui allaient apparaître? D'autant plus que on avait quand même un peu envie d'une solution qui ne soit pas une solution déjà vieillissante et sur la fin. Donc ça devait être une solution qui probablement avait plein d'avenir et donc plein d'évolutions possibles ou potentielles. Enfin, et c'est un facteur qui a compté de façon importante,
c'était le facteur humain, c'est-à-dire quel accompagnement l'industrie peut proposer, outre les formations, l'installation, etc. Mais c'est également ensuite auprès des équipes, j'allais même dire quelle durée d'accompagnement, parce que est-ce que c'est un accompagnement de 3 mois, hein, grosso modo, vous arrivez, on vous installe, et puis ensuite vous vous débrouillez, ou est-ce que l'accompagnement peut perdurer, est-ce qu'éventuellement on peut redemander des formations, etc. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de nos essais, petit à petit on s'est dirigé vers la société Dragueur, on a aussi pris conscience les uns les autres à l'hôpital que la société n'avait aucun site qui était équipé de la tête aux pieds par Dragueur. Et donc ça nous a semblé être une possibilité de discussion d'un partenariat en disant, ben voilà, nous allons pouvoir montrer in vivo en France, je crois même que nous avons été les premiers en Europe, que votre solution, elle peut marcher au service des urgences, en réanimation, au bloc opératoire, et qu'un patient qui fait ces différents services peut être pris en charge de façon continue par votre monitorage. Les cahiers des charges spécifiques, vous imaginez bien que chaque spécialité avait un petit peu son cahier des charges. Alors il y avait des deuils à faire, hein. Par exemple, les cardiologues aimaient beaucoup l'analyse des arythmies chez Philips, qui était leur fournisseur à l'époque, ou leur moniteur. Il y avait un deuil à faire, ils savaient pertinemment que s'ils ne choisissaient pas Philips, ils ne retrouveraient pas ce que Philips proposait. En tout cas, pas dans un premier temps. En anesthésie, nous étions chez GE. On savait pertinemment, on aimait bien le NMT et l'entropie. Le NMT chez Dragueur, à l'époque, c'était quand même pas, c'était pas très sexy, hein, ça nous faisait pas vraiment rêver. Mais enfin, on avait les promesses qu'il y avait des choses dans les tiroirs. Et à un moment, on a joué un peu le jeu, on s'est dit, ok, banco, on vous croit, mais on surveillera bien ce truc-là. Et puis des spécificités, évidemment, dans les autres services, que ce soit la réanimation, la néonatologie. Alors la procédure, très rapidement, a eu lieu en différents temps. Premièrement, chaque équipe a été invitée à repérer donc des gens qui voulaient bien être les copilotes et les pilotes, et à rédiger une trame des attentes. Qu'est-ce que j'attends du matériel, au niveau technique, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais l'utiliser, ce qui déjà nous projetait dans des organisations futures. La deuxième chose, c'est que nous voulions absolument faire des essais in vivo. Nous n'avions absolument pas le souhait d'acquérir une solution que nous n'aurions pas nous-mêmes testée. Même si on nous dit que ça marchait très bien ailleurs, on voulait savoir si chez nous ça pouvait éventuellement marcher et s'il y avait une adhésion des équipes. Donc il y a eu un timing très dense parce que, comme je vous le disais, il faut que les choses aillent relativement vite, sans brûler d'étapes. Donc en pratique, l'appel d'offres a permis de dégager 5 fournisseurs potentiels qui répondaient au cahier des charges, en tout cas sur le papier. Ensuite, il a été fait le choix d'essayer, puisqu'il y avait 5 fournisseurs et 5 secteurs d'activité différents, d'essayer et de tester la solution de chaque fournisseur une semaine dans chaque secteur et en même temps. Donc quand un des fournisseurs était au bloc opératoire, un autre était la même semaine en réanimation, le troisième en soins intensifs cardiologiques, le quatrième en néonat et le cinquième aux urgences. Et tous les vendredis soirs, les fournisseurs défaisaient leur matériel du service dans lequel ils étaient, allaient l'installer dans le service suivant pour que le lundi matin ce soit fonctionnel, et il y a eu un tirage au sort et les choses ont tourné comme ça. Ce qui fait que pendant 5 semaines, on a eu les 5 fournisseurs sur l'hôpital et on a pu tester pendant 5 jours chaque solution. Ensuite, il y a une synthèse qui a été faite par chaque équipe de l'ensemble de ces essais avec des fiches d'évaluation. Donc, petit conseil, ne prenez jamais la fiche d'évaluation que le fournisseur vous donne parce que bien évidemment, elle met en avant les points forts de ce qu'il propose et va tout faire pour que vous ne pensiez pas aux points faibles. Donc faites vos propres fiches d'évaluation, quitte à vous appuyer sur l'ensemble des fiches d'évaluation des gens qui ont répondu à l'appel d'offres, comme ça au moins vous faites quelque chose d'à peu près équitable. Et puis, là, on s'est rencontré avec la direction et le biomédical, plus les représentants médicaux et paramédicaux désignés, pour faire la synthèse. Et nous avons retenu 2 fournisseurs. À l'époque, les 2 fournisseurs étaient GE et Dragueur. Nous avions mis de côté, pour différentes raisons, Philips, Nyon Coden et Spacelabs. Et fort de ça, on s'est dit, déterminer lequel des deux... il y avait autant de services qui souhaitaient avoir l'un que l'autre. Il y avait des services qui disaient, nous, il y a des choses qui nous plaisent bien chez l'un et qu'on ne retrouve pas chez l'autre, et vice-versa. Donc, du coup, c'était assez complexe. Donc, on a fait un deuxième tour de table, c'est-à-dire qu'on est reparti sur des essais qu'avec ces 2 fournisseurs-là. Puis, à nouveau, on a fait des fiches de synthèse. À nouveau, on a provoqué une réunion qu'on a appelée la grand-messe ou le grand oral, où en une journée, chacun des fournisseurs avait un même temps chronométré pour présenter la pertinence de sa solution, éventuellement par rapport à l'autre. Et c'est là où
clairement, même si la solution Dragueur à l'époque était la plus récente et qu'elle nous paraissait celle qui avait un avenir le plus riche pour nous, on a fait rentrer en jeu les à côté. C'est-à-dire que le côté technique, d'accord, ok, mais globalement les deux solutions pouvaient nous convenir, mais à la fois dans l'évolution, donc les services, à la fois dans l'accompagnement pour l'installation, la formation, la maintenance, et à la fois dans le partenariat, il y a eu une grande différence entre une multinationale qui fait un peu tout et une entreprise qui est sur tous les continents également, mais qui a encore peut-être une petite notion familiale. Alors pourquoi Dragueur? Une fois que ça, parce que vous allez me dire, d'accord, la famille, très bien, bon, moyennant quoi, voilà quels ont été les éléments objectifs qui nous ont permis de choisir cette solution. D'abord, sur le cahier des charges techniques, vous avez des modules qui sont solides, qui sont compacts, qui sont ergonomiques, un écran qui est visible, voilà. On nous proposait des petits écrans d'appareil photo, c'était pas très facile. Alors là, c'est la vraie vie, hein. Vous savez que ça tombe régulièrement d'une table d'opération. Ou bien d'un lit de réanimation, et je vous promets, ça résiste. Si quelqu'un veut bien le... Il doit encore marcher normalement, j'espère. La deuxième chose, c'était l'autonomie. Ouf, attendez. Voilà, c'était l'autonomie. Ça veut dire qu'on nous a proposé des solutions qui avaient des modules qui pouvaient se mettre sur des batteries, ça pesait 3 kg, ça pèse 900 grammes. Parfois même, il fallait changer le moniteur de transport. Vous savez pertinemment que quand vous êtes en réanimation, les patients vont se promener un peu à droite à gauche, au scanner, etc. Et que quand il faut commencer par enlever tous les câbles ou bien enlever toutes les connectiques ici pour aller mettre ça sur un moniteur de transport, on est embêté. Puis le jour où il y a sur 20 lits un patient qui est au scanner et puis un deuxième qui doit partir pour un examen X ou Y, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a qu'un moniteur de transport à ce moment-là. Donc on était un petit peu embêté. L'avantage de cet appareil, chaque patient a son propre moniteur de transport qui est en fait sa propre base de stockage, en tout cas dans un premier temps. Vous stockez jusqu'à 96 heures d'information, vous avez une autonomie d'environ 3 à 5 heures, autonomie électrique, une connectique simple qui nous a paru au début un peu légère mais qui résiste, hein. Vous avez juste les deux petits picots ici qui s'encliquent sur la base. Et donc, quand vous partez, généralement on part quand même moins de 3 heures avec un patient, vous avez toutes les données hémodynamiques que vous avez à récupérer qui sont colligées dans cet appareil. Et lorsque vous reclipsez dans une base de l'hôpital, quelle qu'elle soit, ça va aller réintégrer toutes les données qui sont ici au niveau central dans le dossier du patient. Il n'y avait pas donc de système Wi-Fi, contrairement à une solution qui s'appuyait là-dessus pour le stockage des données, hein, c'est-à-dire que le moniteur, il ne faisait aucun stockage. Une installation personnalisée, un truc tout bête. Vous avez une chambre de réanimation derrière vous, je crois qu'ils ont fait le choix comme nous, de mettre d'un côté le C500, qui est le petit écran que vous voyez là, donc à votre gauche, le C500 d'un côté et vous mettez le M540 de l'autre. Quand vous faites un soin, que vous avez une alarme qui se déclenche, si vous avez tout du même côté, vous faites le tour du patient pour aller appuyer sur l'alarme. Si vous avez ça d'un côté qui est amovible et en plus de ça, vous voyez que vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens, les choses se retournent. Donc c'est intéressant pour les connectiques, ça notamment au bloc opératoire. Eh bien à ce moment-là, si vous avez une alarme et que vous mettez votre M540 d'un côté et le C500 de l'autre, eh bien de l'un ou de l'autre, vous pouvez déclencher une tension artérielle, inhiber une alarme ou au contraire créer un événement que vous voulez ensuite analyser, etc. Donc ça a été quelque chose qui a été très pertinent pour nous et vraiment on a pu travailler avec Dragueur pour bien dire ça on le veut là, ça on le veut là, parce que pour nous ça semble pertinent. Ensuite, les écrans n'ont pas de ventilateur. Alors c'est un truc tout bête, hein. C'est une dalle de verre, c'est très bien, c'est pratique, c'est résistant, c'est hygiénique, mais pas de ventilateur, ça fait du bruit en moins. Et ça fait du bruit en moins surtout en réanimation. Et puis enfin, c'était la solution la plus récente, en tout cas à l'époque. C'est-à-dire que toutes les autres solutions avaient déjà plusieurs années. On nous en promettait une sans doute prometteuse, mais qu'on n'a pas pu tester et dont on n'a pas vu le jour à l'heure de l'ouverture de notre hôpital. Donc vous comprenez facilement que vous avez là un moniteur qui va suivre un patient, et ceci pour tout l'hôpital. Si je vous fais le circuit d'un patient qui arrive au déchocage, pour X raisons, aujourd'hui on n'a pas fait le choix dans notre établissement de mettre en préhospitalier, c'est-à-dire dans des ambulances,
ce type de moniteur, mais on le pourrait. Mais en tout cas, on a, à partir du moment où le patient est connecté à l'entrée au déchocage, des données qui vont suivre sans qu'on ait à débrancher le patient, sans qu'on ait à changer le moniteur, le patient pour aller au scanner, pour monter au bloc opératoire, pour aller en réanimation après ou en soins intensifs de cardio, avec l'ensemble des événements consultables depuis le poste de travail ou le lit où est le patient. Donc ça a été vraiment quelque chose de très pertinent. Et aujourd'hui, avec 3 ans et demi de recul, c'est quelque chose qui est très efficace. On n'a vraiment pas de mauvaises surprises dans le domaine, même si au départ, ça nous semblait un peu trop joli. Donc le moniteur est compact, fiable, léger, ergonomique, solide, je ne vous le démontrerai pas, et autonome. Dans le calendrier ensuite, cahier des charges du calendrier, donc comme je vous l'ai dit, on a pu installer quelques postes, et ça c'est quelque chose de discriminant. Quand on est arrivé dans notre nouvel hôpital, chaque agent du personnel avait un petit plan papier, comme on nous en donne à l'entrée ici, en nous disant, bah, alors votre service il est là, et si vous voulez aller là-bas, il faut prendre tel ascenseur, tel escalier, tel machin, etc. C'est l'étage au-dessus, hein. On a un bâtiment qui fait 200 mètres de long, 100 mètres de large, et sur 4 niveaux. Donc, évidemment, on quittait un pavillon, un hôpital pavillonnaire, donc ça nous paraissait plutôt plus compact, mais par contre, on était un petit peu perdu. Le fait d'avoir pu acquérir de nouveaux modes d'organisation, le fait d'avoir pu acquérir la technologie avant le déménagement, ça a été quelque chose de très important, à la fois pour l'apprentissage, mais également pour peaufiner l'ergonomie et dire, bah, au final, ça, on va peut-être pas l'installer là, mais on va l'installer différemment. Les services. Donc on a eu une formation initiale de l'ensemble des utilisateurs qui a été répétée plusieurs fois, sur plusieurs mois, avec des super utilisateurs qui savent un petit peu plus que les autres comment utiliser. L'installation a été comme on l'a souhaité, comme je vous l'ai dit initialement, enfin plus haut. La maintenance, je laisserai mon collègue biomédical vous en parler plus si besoin. Et puis des upgradings réguliers. On en est aujourd'hui à la 3e ou 4e version qui régulièrement a été intégré, et ça avait été quelque chose de discriminant aussi dans nos discussions, c'était effectivement qu'on puisse profiter pendant au moins quelques années sans surcoût, parce que grosso modo vous faites un chèque de 250 millions d'euros une fois, mais alors ensuite la banque vous demande de bien les rembourser avant de réemprunter. Donc du coup il ne fallait pas qu'on ait au bout de 2 ou 3 ans à dire bah, au final on aimerait bien voir dans les 6 mois acheter la version suivante, parce que, truc tout bête, l'analyse de l'arythmie, c'était pas top au départ. Il y a eu des efforts de fait, de la recherche, des nouveaux logiciels. Les cardiologues en sont aujourd'hui très contents. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut racheter tout un logiciel, une mise à jour. Donc ça a été dans les discussions quelque chose d'important, et ça a été possible avec Drager. Enfin, la dimension humaine. Il y a eu de nombreuses nouveautés en anesthésie. Je vous parle du ToughScan, donc, qui est un moniteur de curarisation qui est aujourd'hui qui n'est pas intégré là-dedans, mais qui, en tout cas, dont on peut récupérer les données, qui a son intérêt. On partait d'une espèce d'accéléromètre bizarroïde avec une connectique pénible qui se défaisait à chaque fois que le patient avait son train de 4. Donc c'était très pénible, à quelque chose qui aujourd'hui est ergonomique, dans les 3 dimensions, ça tient bien, c'est facile à mettre en œuvre, c'est répétitif, automatique, ça s'intègre à la feuille d'anesthésie qu'on a chez nous, c'est le bonheur. Le SYNAP, l'analgésie aussi avec l'ANI, là, qui est en train d'apparaître petit à petit. Et puis le partenariat. Partenariat qui a pris différentes formes. Des forums comme on peut voir aujourd'hui, l'accueil d'équipes, et vous êtes invités à venir voir nos solutions, la solution Drager à l'hôpital, des urgences jusqu'à la réanimation, en passant par le bloc, mais également la recherche. Et les cardiologues, par exemple, ont participé à la recherche sur l'analyse de l'arythmie du segment ST. On a pas mal participé, nous, sur justement la curarisation, sur le problème des filtres avec les bistouris électriques. Vous savez que c'est compliqué au bloc opératoire. Comment analyser un segment ST de façon fiable quand il y a un bistouri électrique ou une bipolaire qui régulièrement vient tout parasiter. Donc voilà autant de choses qui ont pu être discutées avant la signature du contrat et que Drager a bien voulu, et ça a été déterminant, très honnêtement, mettre en avant. Donc vous aurez compris, et je vais terminer là mon propos, que quand on veut surveiller des patients et quand on veut changer une solution, bien, il ne s'agit pas seulement d'acquérir des machines, c'est quelque chose d'important, c'est un fait, mais il s'agit également d'établir une confiance, ce qui est toujours beaucoup plus compliqué, confiance à la fois dans le matériel, mais également une confiance humaine.
Alors je vous propose quelques photos de nos salles d'opération. Donc ça, ce sont les dernières réalisations. On a une salle qui a été équipée très récemment, puisque vous voyez qu'il n'y a même pas encore de table d'opération. Elle n'a pas encore servi, elle devrait servir d'ici peu. On attend simplement que la centrale de traitement de l'air au-dessus veuille marcher correctement pour que nous ayons une qualification qui passe les normes. Donc vous avez ici la solution Movita qui est sur ma droite, avec d'un côté un Perseus embarqué, de l'autre côté une colonne de perfusion, et puis notre feuille d'anesthésie qui est l'écran bleu que vous voyez, et les différents moniteurs. Donc il y a un moniteur du Perseus et un C700 pour le monitorage, avec également le M540 que vous reconnaissez bien. Voici ici le box d'induction qui pourrait éventuellement servir de salle de réveil, avec la poutre de dragueur et toutes les arrivées électriques, informatiques et également de fluide, plus les C500, le monitorage, le M540 que vous voyez tout à fait en bas. Voilà, ce sont des réalisations qui ont pu se faire chez nous en environ 3 mois, avec l'aide de différents partenaires, hein, et pas que la société Dragueur. Monsieur Garcia, qui est l'ingénieur qui est chargé de toute l'architecture, a énormément travaillé parce que l'espace était contraint. Là, pour le coup, il fallait faire dans quelque chose d'assez restreint, bas de plafond, comme vous pouvez le voir, et on a pu obtenir quelque chose de très satisfaisant, pour lequel, pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire si ça fonctionne bien dans la réalité, puisqu'on ne s'en est pas encore servi. Mais en tout cas, comme ça, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant. Voilà, je vous remercie. Vous êtes bien évidemment invité à venir nous voir à Chalon-sur-Saône. C'est une jolie petite ville quand même, pas très connue, entre Dijon et Lyon. L'autoroute y passe, le TGV n'est pas loin, les aéroports non plus. Et c'est juste une ville qui se trouve coincée entre un 3 étoiles au guide Michelin et la ville du monde où il y a le plus de restaurants étoilés au guide Michelin. Donc vous voyez qu'on a un art de vivre qui n'est pas mal du tout. Je vous remercie. Si vous avez quelques questions, j'y réponds bien volontiers, n'hésitez pas. Enfin, le mieux, c'est de venir voir quand même, hein. Better share.